Tes composants sont trop chauds, t'as envie qu'ils soient un peu plus frais. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo et je t'explique comment tu peux faire pour améliorer tout ça. Bonjour à toi YouTube et bienvenue sur ma chaîne, je suis CefiGame, je fais de l'actualité gaming et hardware chaque mardi et chaque vendredi et aujourd'hui on est là pour te présenter étape par étape comment optimiser le refroidissement de ton ordinateur de manière à augmenter la durée de vie de tes composants, de manière à augmenter leur performance également. Je t'explique tout ça dans la vidéo, mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Moi, ça me permet de savoir que ça t'intéresse et toi de ton côté, ça te permet de suivre toutes les actualités chaque mardi, chaque vendredi à 18 h. Maintenant que c'est fait, let's go! Le premier point qu'on va voir, c'est déjà de savoir pourquoi tu as besoin de bien refroidir tes composants et comment ça impacte sur leur performance et sur leur durée de vie. Déjà, il faut savoir que chacun des composants de ton ordinateur émet de la chaleur, quel qu'il soit, que ce soit le disque dur, que ce soit le SSD, que ce soit l'alimentation, que ce soit processeur, carte graphique, tout ça va émettre une certaine chaleur. Et l'exemple qui va le plus te parler, ça va être l'exemple de la carte graphique, puisque quand tu utilises ton bureau, la carte graphique effectue des calculs pour afficher ton bureau, mais dès l'instant où tu vas lancer un logiciel, les calculs vont être vraiment beaucoup plus importants, et surtout quand tu vas lancer un jeu vidéo ou une application 3D. Ces calculs vont être effectués à une certaine vitesse qui sera déterminée par la fréquence de la carte. Autrement dit, en ce moment, on tourne entre 1600 et 1700 MHz pour les vitesses des cartes graphiques. Sauf que la température va aussi avoir un impact sur ces fréquences. Autrement dit, quand la température va atteindre un certain stade, les fréquences vont automatiquement diminuer de manière à ce que la carte graphique ne surchauffe pas. Mais ça veut dire du coup que quand tu demandes beaucoup de puissance à ta carte graphique, pour faire les calculs le plus rapidement possible, il faut que les fréquences soient le plus haut possible. Mais si la température augmente en conséquence, forcément les calculs sont moins rapides. Mais ça veut dire que plus tu vas solliciter ta carte graphique pour faire un grand nombre de calculs, plus elle va chauffer et du coup moins elle pourra effectuer rapidement ses calculs. Prenons l'exemple concret d'une carte graphique qui monte à 1700 MHz de vitesse. Quand tu es sur ton bureau, la carte graphique n'aura besoin que de 200 ou 300 MHz pour calculer le nécessaire et donc que ton affichage soit fluide. Pour autant, dès l'instant où tu vas lancer un jeu vidéo ou une application 3D, ta carte graphique va monter à 1700 MHz pour effectuer les calculs nécessaires le plus rapidement possible. Sauf que, en conséquence, la température de la carte va augmenter également. À partir de 70 degrés environ, la carte graphique va commencer à diminuer ses fréquences, donc à arriver aux alentours des 1600-1650 MHz, de manière à ce que la carte ne chauffe pas plus. Mais toi, du coup, ça te bride un petit peu tes performances et tu n'utilises pas l'intégralité de sa puissance. Mais malgré ça, elle peut continuer encore à monter et dépasser la barre des 80 degrés et donc encore diminuer sa vitesse. Et auquel cas, ça va encore plus brider ta puissance et donc tu auras une carte graphique peut-être très performante, mais que tu ne pourras pas utiliser à son plein potentiel. Et l'exemple que je t'ai donné là pour la carte graphique, ça fonctionne également pour un processeur, pour des RAM, carte mère, SSD, disque dur, ce que tu veux. Tout ça, ça va générer de la chaleur et ça va brider un petit peu les performances à partir d'une certaine température, de manière à se mettre en sécurité. Et autre point à prendre en considération, c'est que la température de tes composants va fortement influencer sur leur durée de vie. Donc plus les températures vont être élevées, moins la durée de vie sera importante pour tes composants. Et encore une fois, que ce soit n'importe quel composant de ton ordinateur. Alors oui, j'en vois certains d'entre vous venir en me disant « Oui, bien sûr, mais moi j'ai jamais regardé, tout fonctionne nickel, ça fait 10 ans que je l'utilise comme ça, j'ai jamais eu aucun souci. » Ok. Sauf que il faut quand même prendre en considération la température de la puce, c'est-à-dire que peut-être que le processeur ne monte pas au-delà des 75-80 degrés et du coup que même si la durée de vie est réduite, ça suffit amplement et il n'y a pas de souci. Pour autant, certaines puces ne vont pas réagir comme ça et après 2-3 ans à rester à 80 degrés constant, la puce elle va simplement lâcher. Donc après, c'est à toi de voir si tu prends le risque ou pas. Mais dans tous les cas, le meilleur moyen pour diminuer la température et donc éviter tous ces problèmes, c'est de pouvoir créer un flux d'air dans ton boîtier et faire en sorte que du coup, l'air frais puisse y rentrer et l'air chaud puisse en sortir. Alors oui, c'est bien beau de connaître tous les impacts de la température, mais maintenant comment on fait pour suivre la température et connaître les températures de l'intérieur du boîtier ?
Personnellement, j'utilise 3 logiciels. Le premier, c'est HW Monitor qui me permet de créer mon flux d'air. C'est-à-dire qu'au tout début, quand je monte la première fois mon ordinateur ou que je le modifie intégralement, j'utilise ce logiciel parce qu'il va me donner toutes les températures de tous mes composants, que ce soit disque dur SSD, processeur, carte graphique et carte mère. À partir de là, je peux créer mon flux d'air et donc savoir si les températures sont élevées ou non. Deuxième logiciel que j'utilise, c'est un logiciel que j'utilise plus dans la durée, qui va être CAM de chez NZXT, mais qui va permettre de connaître les températures du processeur et de la carte graphique. Étant donné que ce sont les produits qui chauffent le plus dans ton boîtier, ça permet d'avoir un suivi en direct, et si eux ne chauffent pas, le reste ne chauffera pas forcément non plus. Par contre, j'utilise également OCCT, et ça je l'utilise régulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est un logiciel qui va permettre de connaître les températures en temps réel, mais aussi d'utiliser les composants à leur maximum. Donc de faire un test une fois que l'ordinateur est vraiment utilisé à fond, et qui permet donc de connaître les températures et de savoir s'il faut modifier certaines choses, faire attention à certaines choses, et donc faire en sorte de diminuer les températures internes. Maintenant que tu connais les températures de ton ordinateur, il faut savoir si les températures sont élevées ou pas. Pour ça, on va se concentrer tout d'abord sur le processeur et la carte graphique. Pourquoi ces 2 points ? Parce que tout simplement, ce sont les composants qui chauffent le plus et qui vont donc provoquer le plus de température et de chaleur à l'intérieur de ton boîtier. Donc c'est ce qui va provoquer aussi une perte de performance sur le reste de tes composants, y compris sur eux-mêmes. On va partir du principe que ces 2 puces-là sont chaudes à partir de 70 degrés environ. Donc à 70 degrés, c'est pas encore problématique, ça peut encore tourner, mais ça commence à être un petit peu chaud, ça commence à être un petit peu embêtant. À partir de 80 degrés, c'est vraiment très chaud, donc là il faut vraiment trouver une solution de manière à diminuer la température, voire même peut-être faire une petite pause sur l'ordinateur, le temps de trouver la solution, mais il vaut mieux éviter de dépasser les 80 degrés. Ça reste pas forcément dangereux puisque la preuve c'est que tu as certaines cartes mères qui vont considérer que le processeur peut monter jusqu'à 90 degrés, mais à 90 degrés, là c'est un arrêt net et brutal de l'ordinateur pour se mettre en sécurité pour pas que tout crame. D'autres processeurs, eux, vont pouvoir monter jusqu'à 100 degrés, donc ça reste relativement différent et c'est à toi de savoir en fonction de ton processeur. Pour autant, ça reste généralement la même chose, c'est-à-dire qu'à partir de 80 degrés, c'est trop chaud, et 70 degrés, ça commence à être un petit peu inquiétant. Alors après, il ne faut pas mettre de côté pour autant les températures de la carte mère, du disque dur ou du SSD. Il faut quand même faire attention. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, la carte mère, en règle générale, on ne prête pas forcément attention, tout simplement parce qu'elle ne va pas chauffer si la carte graphique et le processeur sont dans de bonnes températures. En revanche, tout ce qui est disque dur et SSD, là ça va être un petit peu différent. Le disque dur, on va considérer qu'il peut monter jusqu'à 50 degrés maximum, donc il faut essayer de faire en sorte qu'il tourne aux alentours des 35-40 degrés maximum, histoire d'être un petit peu avec une petite marge. Mais le SSD, lui, ça va vraiment dépendre du modèle, et il peut monter pour certains jusqu'à 70 degrés. En règle générale, faire attention aux M2. Les M2, c'est le format où ça ressemble vraiment à une petite puce qu'on met directement sur la carte mère. Même si c'est annoncé jusqu'à 70 degrés, au-delà des 50 degrés, ça commence à pas être bon, ça commence à être un petit peu problématique, et notamment pour les vitesses de lecture et d'écriture. Donc pour ça c'est encore un petit peu à part, c'est pas seulement le flux d'air, mais là il y a ce qu'on appelle des heat sinks qui sont simplement à poser dessus, c'est des petits radiateurs, ça dissipe la chaleur tout seul, ça coûte 10-15 € sur Amazon, bon ça c'est un autre débat, mais voilà, il faut quand même faire attention à ça. Mais alors du coup, le meilleur moyen de diminuer toutes ces températures, c'est de créer un bon flux d'air dans ton boîtier. C'est vraiment le meilleur moyen, il faut trouver une solution pour créer ton flux d'air, et ça on va le faire ensemble étape par étape. Pour pouvoir créer un flux d'air, il faut au moins savoir de quoi on parle et ce que c'est. Donc tu vas voir, c'est très simple, c'est simplement trouver le moyen de faire rentrer de l'air frais dans ton boîtier, le laisser chauffer avec la chaleur de tes composants, puis le faire ressortir. De manière à ce que il y ait toujours un flux continu d'air frais à l'intérieur et que l'air chaud puisse être extrait. Au moins, ça diminue la température intérieure du boîtier. Je vais te montrer avec mon boîtier à moi, comme ça tu comprendras un peu plus facilement.
Donc comme tu peux le voir, j'ai personnellement 3 ventilateurs à l'avant de mon boîtier qui vont aspirer l'air frais de l'extérieur pour le faire venir sur mes composants à l'intérieur. Et j'ai 2 ventilateurs au-dessus plus un troisième à l'arrière qui eux vont extraire la chaleur de manière à ce que l'air soit le plus frais possible à l'intérieur du boîtier. Donc comme je te l'expliquais, pour pouvoir créer un flux d'air, en fait il te faut simplement un ventilateur à l'avant et un ventilateur à l'arrière. Tu en auras un en avant qui va aspirer l'air, un à l'arrière qui va l'expirer. Rien qu'avec ça, même si c'est très peu, ça suffit à créer un réel flux d'air puisqu'il y a bien de l'air frais qui rentre de l'extérieur et de l'air chaud qui sort à l'arrière de ton boîtier. Tu as également certains boîtiers qui vont avoir la possibilité de mettre un ventilateur sur le dessous du boîtier. Ça peut être intéressant parce que ne l'oublie pas, la chaleur monte, ce qui veut dire qu'en bas de ton boîtier, l'air est le plus frais, donc tu peux aspirer de l'air en dessous de ton boîtier qui va être frais et du coup créer un autre flux d'air encore de manière à avoir vraiment beaucoup d'air frais à l'intérieur de ton boîtier et de l'air chaud qui va être bien expiré par le dessus et par l'arrière de ton boîtier. Donc une fois que tu as choisi quel sera le flux d'air, donc où rentrera l'air et où est-ce qu'il ressortira, et ben t'as plus qu'à rajouter d'autres ventilateurs pour faire un flux d'air beaucoup plus imposant, beaucoup plus important et du coup avoir le meilleur flux d'air possible. Alors ça y est, maintenant on sait comment créer le flux d'air, on sait à quoi ça sert, mais quel ventilateur on doit choisir pour notre boîtier? Ça, on va regarder ensemble les spécificités, comment déterminer si le ventilateur est bon ou non en fonction de notre utilisation. Alors la première chose à laquelle il faut que tu fasses attention, c'est la taille de tes ventilateurs pour que ce soit compatible avec ton boîtier. Ton boîtier va avoir un certain nombre d'emplacements à des tailles différentes en fonction des ventilateurs que tu peux prendre. Les ventilateurs les plus courants sont en général les 120 mm, les 140 mm et éventuellement les 200 mm. C'est vraiment ce qu'il y a de plus courant sur le marché, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, il y en a bien d'autres, mais c'est les plus courants. Si je prends l'exemple de mon boîtier, le H500M, j'ai la possibilité de mettre 3 ventilateurs de 120 ou 240 mm à l'avant, 2 de 140 mm sur le dessus, ou 3 de 120, et un à l'arrière de 120 ou 240. Mais j'ai aussi la possibilité de mettre devant 2 fois 200 mm, ou sur le dessus 2 fois 200 mm. Je sais, ça fait beaucoup, mais t'inquiète pas, c'est relativement simple à comprendre. Donc si je fais le calcul total des ventilateurs que je peux mettre sur mon H500M, je peux avoir jusqu'à 7 ventilateurs en 120 mm, jusqu'à 6 ventilateurs en 140 mm, ou 4 ventilateurs de 200 mm et un à l'arrière de soit 120 soit 140 mm. Les informations des emplacements et des tailles de ventilateurs disponibles sont sur la fiche technique de ton boîtier, donc ça t'as vraiment pas à t'inquiéter, tu as juste à regarder. En règle générale, tu vas sur internet, tu tapes la référence de ton boîtier et tu vas pouvoir avoir une fiche technique avec tous les emplacements des ventilateurs et leur taille. Comme ça au moins t'as pas à t'embêter, t'as juste à regarder et tu suis les indications. La deuxième chose à savoir, c'est le débit d'air ou aussi appelé airflow en anglais. Ça, c'est ce qui va permettre de déterminer la puissance de ton ventilateur, l'air qu'il est capable de déplacer sur un laps de temps. C'est généralement soit exprimé en CFM, soit exprimé en mètres cubes par heure. Le CFM, c'est plutôt une notion anglaise ou américaine, puisqu'on va parler de pieds par minute, là où le mètre cube par heure, on parle de mètre cube par heure. Voilà. Donc en France, on est un peu plus habitué à ça. Du coup, il faut pas hésiter si tu préfères à faire des conversions. Tu as beaucoup de sites internet qui te le proposent, tu as juste à taper CFM vers mètre cube par heure et tu as l'information. Pour te donner réellement une idée de ce que ça représente, c'est vraiment plus simple pour nous de s'imaginer ça en mètres cubes par heure, parce que tu as juste à t'imaginer un cube d'1 mètre de large pour 1 mètre de long pour 1 mètre de haut, et de te dire que chaque heure, ton ventilateur est capable de déplacer X fois l'air qu'il y a à l'intérieur de ce cube. Si je prends l'exemple de mes propres ventilateurs de la marque NZXT, on a comme indication qu'il y a 91,19 CFM de pression d'air. Autrement dit, en faisant la conversion, on arrive à 155 mètres cubes par heure. Et en reprenant l'exemple que j'ai cité tout à l'heure avec les cubes, ça voudrait dire que chacun de mes ventilateurs est capable de déplacer chaque heure 155 cubes d'1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. C'est déjà vraiment costaud. Si j'avais pris les mêmes ventilateurs en 120 mm, j'aurais eu l'équivalent de 52 CFM, soit environ 89 mètres cubes par heure.
et donc un moyen très simple de savoir quelle est la meilleure optimisation en termes de ventilateur, il suffit de calculer entre le nombre d'emplacements et la capacité de chacun des ventilateurs. Alors 7 fois 89, je retiens 2, je multiplie par 12, divisé par 5, on arrive à 623 mètres cubes par heure. Donc 623, mais nous avons la possibilité du 6 fois, on avait dit 155, ce qui nous revient à 930. On est quand même plus large avec les 930, hein. Donc là j'ai fait le ratio entre les 120 et les 140 mm, mais il est aussi intéressant de vérifier avec les 200 mm de manière à avoir vraiment quelque chose de bien précis. Et la troisième partie que nous allons aborder, c'est la pression statique du ventilateur. Par contre, cette partie-là ne va t'intéresser que si tu parles d'un ventirad ou d'un radiateur de water cooling. Si ça t'intéresse pas parce que tu n'en as pas, je te conseille de passer tout de suite à la suite. Donc la pression statique est exprimée en millimètres H2O. C'est une façon de dire que le ventilateur est capable de faire passer l'air à travers un radiateur ou un ventirad. C'est pour ça que je vous disais que c'est seulement intéressant si vous en possédez. Pour faire un peu l'expérience, vous allez voir derrière moi, j'ai mis un bout de papier derrière un ventilateur de chez NZXT, donc l'un des miens. On voit que la pression est quand même assez forte sur le papier, qui bouge assez facilement. Par contre, si je mets le papier juste derrière mon radiateur, alors qu'il y a un ventilateur juste devant, j'aurai pas le même résultat. Tout simplement parce que le radiateur est entre les deux et que la pression statique est trop faible pour permettre à l'air de traverser le radiateur. Dis-toi qu'à partir de 1 mm par H2O, ton ventilateur est capable de faire passer de l'air à travers ton radiateur. En dessous de ça, l'air ne passera pas ou tellement peu qu'il n'y aura pas de flux d'air. Le mien fait 1,52 mm par H2O et pourtant on voit quand même bien qu'il galère un petit peu. Donc si tu veux quelque chose de vraiment fort et qui puisse vraiment faire passer l'air pour avoir malgré tout un flux d'air continu malgré le radiateur, il va falloir passer au-delà des 2,5 voire 3 mm par H2O. Le quatrième et avant-dernier point pour lequel il faut faire absolument attention, c'est la connectique de ton ventilateur. C'est-à-dire que de base, un ventilateur n'est pas contrôlable, c'est une connexion en 3 broches, et donc ton ventilateur va tourner quasiment continuellement à fond. Mais tu as aussi des ventilateurs, ce qu'on appelle PWM, qui sont eux en 4 broches, et ceux-là tu peux les manipuler par l'intermédiaire de ta carte mère et surtout de ton BIOS. Pour ça en fait, tu vas pouvoir faire une courbe de puissance, c'est-à-dire que plus tes composants internes vont chauffer, plus tes ventilateurs vont tourner vite. Et donc, à contrario, plus la température est basse, plus les ventilateurs vont tourner de manière basse. Ce qui va te permettre d'économiser un petit peu la durée de vie de tes ventilateurs, tout en permettant de générer beaucoup moins de bruit. Donc quand tu es en train de travailler sur ton bureau, c'est pas forcément intéressant d'avoir les ventilateurs qui tournent à fond à côté, alors que quand tu es en jeu, c'est là où ça doit demander de la puissance. Donc ça te permet d'être sur ton bureau tranquille et d'être en jeu avec la puissance nécessaire. Et le cinquième et dernier point, justement, ce sont les décibels générés par ton ventilateur. Parce que, en fonction de ton utilisation, si tu es un professionnel et que tu as besoin de calme, tu as besoin de faire en sorte que tes ventilateurs ne soient pas bruyants. Donc tu as besoin de faire attention à ça. C'est souvent exprimé sous forme de décibels, donc ça c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Par contre, part du principe qu'au-delà de 25 décibels, ça va commencer à être vraiment nuisible pour toi en tant que professionnel. Il vaut mieux gérer pour arriver en dessous de ces 25 décibels et aussi d'avoir le PWM d'activer de manière à pouvoir justement être encore en dessous. Par contre, malheureusement, qui dit décibels en moins dit vitesse de rotation en moins, et qui dit vitesse de rotation en moins dit généralement performance un peu moindre. Maintenant, je sais qu'il y a les Be Quiet qui font un très bon rapport entre le bruit et les performances, donc si tu veux te renseigner là-dessus, c'est à toi de choisir ce que tu préfères entre bruit, performance et design. Ah bah oui, parce qu'il y a le dernier point aussi. Bon, ça c'est un peu subjectif, chacun son point de vue. Mais le design peut être aussi intéressant en fonction de si tu veux un ventilateur de couleur, si tu veux un ventilateur en RGB ou si tu veux un ventilateur très simple, très sobre et que tu t'en moques un petit peu. Tout à l'heure on a parlé des water cooling et des ventirad, mais je suppose que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Alors je vais te présenter très rapidement ce que c'est qu'un ventirad et ce que c'est qu'un water cooling ou un IO également, de manière à ce que tu puisses suivre un petit peu plus facilement la vidéo. Donc un ventirad, pour te donner une petite idée, tu peux déjà regarder la vidéo qui se déroule derrière moi, c'est en réalité un système de refroidissement qu'on va venir positionner sur ton processeur et qui va permettre de le refroidir efficacement.
En règle générale, le fonctionnement est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une plaque qui va venir se poser sur le processeur et ensuite par l'intermédiaire de chambres à vapeur, la chaleur va être dirigée vers un radiateur qui se positionne au-dessus et nous avons un ou deux ventilateurs plus ou moins imposants qui vont venir refroidir l'intégralité du radiateur. Ce qui permet donc d'évacuer la chaleur assez facilement du processeur et de donner un certain flux d'air supplémentaire dans ton boîtier. Le water cooling, quant à lui, va fonctionner légèrement différemment puisque au lieu de refroidir par l'intermédiaire de chambres à vapeur, il va refroidir par l'intermédiaire de tuyaux remplis de liquide de refroidissement. D'où le nom water cooling puisque ça va être refroidi à l'eau. Pour faire simple, on pose une plaque sur le processeur, de l'eau va être envoyée du processeur jusqu'à un radiateur, le radiateur va être refroidi par un ou plusieurs ventilateurs, puis l'eau va retourner jusqu'au processeur. Il y a deux types de water cooling différents. On va avoir d'un côté les AIO qui sont tout simplement des water cooling totalement préparés par des constructeurs de manière à ce que nous, ça nous facilite la tâche et ce qui nous permet d'accéder à du water cooling. Et il y a aussi les water cooling custom où là on va acheter nous-mêmes les tuyaux, les pompes, les radiateurs, tout ça de notre côté de manière à refroidir plus efficacement encore le processeur. L'avantage de l'AIO, c'est que déjà on va avoir un prix beaucoup moins onéreux qu'avec un water cooling complet. Tout est relatif et tout dépend de l'AIO qu'on prend par rapport au water cooling complet, mais ça c'est un autre sujet. Pour autant, l'AIO va être totalement fait, donc on ne va pas s'embêter à le monter, donc ce sera un gain d'argent et un gain de temps. Par contre, en termes de performance, on sera vraiment moindre et aussi en termes de design, on sera moindre par rapport à un water cooling complet. Et le dernier avantage du water cooling custom, c'est aussi qu'on va pouvoir inclure dans la boucle absolument tous les composants. Donc on va pouvoir refroidir la carte mère, refroidir les RAM, refroidir le processeur et la carte graphique, tout ça en même temps sur une même boucle. Même si c'est pas le même prix, au moins ça permet de refroidir l'intégralité de l'ordinateur très facilement. Donc pour simplifier un peu tout ça, pour avoir un processeur bien refroidi, il va vous falloir un bon ventirad, ou un bon AIO, ou un water cooling custom. Et maintenant je vais regarder avec toi comment choisir ton système de refroidissement. Et on va commencer pour ça par les ventirad et quels sont les points clés à suivre. Le premier point clé à surtout suivre lorsque tu achètes un ventirad, c'est de faire attention à ses dimensions. En fonction de ton boîtier, la hauteur du ventirad peut être problématique. Si je reprends l'exemple du Darkrock Pro 4 de tout à l'heure en vidéo, tu vas avoir une hauteur d'environ 16,28 cm de hauteur. Sauf que souvent, les boîtiers ne dépassent pas les 16,2 cm de haut et du coup, tu peux te retrouver coincé à ne pas pouvoir fermer ton boîtier. La deuxième chose, ça va être aussi en termes de largeur et en termes de hauteur entre le radiateur et la carte mère. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en dessous de ton radiateur, tu vas avoir tes barrettes de RAM et ça, si elles passent pas, tu te retrouves soit sans barrette, soit sans système de refroidissement. Donc là, il va falloir faire très attention à ça et malheureusement, aucun constructeur n'a jugé utile d'indiquer cette information. Donc là, mis à part faire attention et faire les essais, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance. Et si je peux me permettre de te donner un petit conseil supplémentaire, c'est de toujours voir un petit peu plus large que ce qui est annoncé de manière à ne pas être surpris. Par exemple, si la hauteur de ton ventirad est de 162 mm et que la hauteur maximale est de 162 mm, même si le boîtier va fermer, il suffit qu'une entretoise soit un petit peu trop grande et là tu te retrouves coincé à ne pas pouvoir le fermer. Donc je te conseille toujours de prévoir 3-4 mm d'avance entre la hauteur de ton boîtier accepté et la hauteur de ton ventirad réel, de manière à ne pas te retrouver embêté. Le deuxième point important à suivre, c'est la capacité maximale de dissipation thermique de ton ventirad. Ça paraît un peu barbare, mais crois-moi, c'est assez facile. Pour faire simple, ton processeur va générer de la chaleur, ce qui va être calculé sous forme de wattage et qu'on va appeler un TDP. Par exemple, un processeur peut faire un TDP de 95 watts. Ces 95 watts représentent la chaleur générée par ce processeur. Le ventirad, quant à lui, va permettre de donner une fourchette haute de sa capacité et donc proposer un TDP de par exemple 250 watts, en reprenant l'exemple du Darkrock Pro 4.
Alors attention, petite parenthèse, pour les professionnels qui vont utiliser des Intel Xenon ou des AMD Threadripper qui vont chauffer beaucoup et qui vont utiliser constamment leur processeur dans des calculs intensifs, attention pour eux, étant donné que cela risque d'avoir des petits soucis même avec un TDP de 250 watts disponible sur le Dacroc Pro 4. Il y a des risques que le processeur soit continuellement en chauffe intensive et auquel cas les températures dont j'ai parlé tout à l'heure risquent assez facilement d'être atteintes. Auquel cas il faudra bien reprendre toutes les étapes que j'ai énoncées au préalable de manière à vraiment avoir un excellent flux d'air dans le boîtier, de manière à ce que du coup le processeur ait une température correcte. Et le dernier point que j'ai failli oublier mais qui est très important, c'est la compatibilité avec ton socket. Donc le socket, c'est sur ta carte mère, c'est ce qui te permet de brancher ton processeur. C'est indiqué sur les références de ta carte mère et aussi sur les références de ton processeur, ça c'est vraiment indiqué donc il n'y a pas de souci. La plupart des Ventirad sont compatibles avec tous les processeurs du marché actuel. Donc c'est pour ça que j'ai failli l'oublier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on regarde plus vraiment ça, il y a beaucoup d'adaptateurs, il y a tout ce qu'il faut et tout est fourni avec. Malgré tout, pour certains processeurs spécifiques, soit d'ancienne génération, soit des modèles un peu plus costauds, il faut faire attention à ce point-là et bien regarder les fiches techniques du Ventirad et de la carte mère. Dans tous les cas, je vais te proposer plusieurs modèles dans la description que tu puisses regarder un petit peu à plusieurs gammes de prix et trouver du coup ceux qui te correspondent le mieux. Et donc le deuxième système de refroidissement possible pour ton processeur, ce sont les IO et donc les water cooling. Je vais uniquement parler des IO et non pas des water cooling custom, tout simplement parce que si tu es capable de réaliser un water cooling custom, ce seront des détails que tu connaîtras déjà, donc tu n'auras pas besoin de regarder cette partie de la vidéo. Il y a deux raisons majeures pour lesquelles on peut choisir un water cooling et la première c'est surtout une question de place étant donné que dans certains boîtiers comme je le disais les Ventirad ne peuvent pas forcément passer et avec un gros processeur on a besoin de beaucoup de refroidissement et dans ces cas là le water cooling va faire le travail sans prendre forcément de place puisque la hauteur va être de quelques centimètres à peine. Et la deuxième raison majeure est tout simplement un côté design, un côté esthétique, puisque la plupart des boîtiers d'aujourd'hui vont avoir un côté en verre trempé et donc on va pouvoir avoir une vision sur l'intérieur de notre boîtier, auquel cas on peut vouloir quelque chose d'assez joli et le water cooling va rendre plus joli qu'un gros Ventirad en mastoc sur le processeur. Et donc au-delà du côté design, il va falloir absolument faire attention à la taille du radiateur de votre IO pour savoir s'il est compatible avec votre boîtier. Étant donné que la taille peut aller de 120 mm à 420 mm, il va falloir absolument faire attention. Si on reprend l'exemple de mon boîtier de chez Cooler Master, en prenant la fiche technique, on peut s'apercevoir qu'il est compatible avec des water cooling de 120 mm, 140, 240, 280, 360 mm. Donc on est tranquille, on peut mettre absolument tous les IO possibles. En revanche, si on prend l'exemple du Zalman R2, on se rend vite compte que les disponibilités ne seront pas aussi importantes que sur le H500M, puisque là on ne pourra mettre que du 120 mm ou du 240 mm, donc c'est vraiment l'un des points clés qu'il faudra suivre lorsque vous choisirez votre IO. Maintenant qu'on a discuté un petit peu de toutes les possibilités de refroidissement pour l'intérieur de ton ordinateur, on va regarder aussi ce qu'il en est de l'encombrement du boîtier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ton boîtier, quand il est encombré en interne, forcément, la ventilation ne sera pas aussi bonne, donc ton flux d'air ne sera pas bon et le refroidissement en pâtira. Dans la plupart des cas, ce qui va venir encombrer ton boîtier, ce sont les câbles que tu as installés pour brancher l'intégralité de ton ordinateur. C'est à toi de faire attention à lier les câbles entre eux de manière à ce qu'ils ne prennent pas trop de place, surtout à ce qu'ils ne coupent pas la ventilation, mais aussi à faire en sorte de les ranger, de les cacher à l'arrière de ton boîtier. Il faut que l'intérieur de ton boîtier soit complètement vide de manière à ce que les câbles ne viennent pas bloquer la circulation de l'air. Regarde un petit peu la photo qui se passe derrière moi, c'est mon propre boîtier et tu vas voir qu'il n'y a aucun câble ou presque, seulement ce qui est nécessaire. Tout le reste va venir à l'arrière de mon boîtier et donc aucun câble ne va venir encombrer le flux d'air. Et donc pour faire ça, c'est ce qu'on appelle un câble management et le meilleur moyen c'est de trouver la façon dont est pensé ton boîtier de manière à venir faire passer les câbles dans des endroits bien spécifiques pour ce qu'on appelle encore une fois le câble management. À toi de faire en sorte d'avoir des lignes fines à l'arrière de ton boîtier de manière à pouvoir regrouper tous tes câbles et faire en sorte que seul le nécessaire puisse arriver à l'intérieur du boîtier.
Autrement dit, avant de commencer à installer tous tes câbles et à les brancher, il va falloir que tu installes tous tes composants de manière à ce que tout soit positionné et seulement après prendre les câbles et voir où va quel câble de manière à pouvoir faire une ou deux rangées de câbles à l'arrière de ton boîtier et pouvoir ensuite simplement les positionner comme il faut. Une fois que toutes ces étapes sont réalisées, normalement la chauffe de ton ordinateur est quasiment au minimum possible, voire même à un stade où tu n'as absolument plus besoin de faire attention aux températures. Pour autant, il faut toujours que tu gardes en tête qu'il faut entretenir ce flux d'air. Pour l'entretenir, c'est passer régulièrement un coup de bombe à air sec à l'intérieur de ton boîtier, de manière à ce que les ventilateurs ne s'encombrent pas de la poussière et faire en sorte que la poussière ne s'incruste pas sur les composants qui chauffent. Et quand je dis régulièrement, je parle de tous les 2 ou 3 mois environ, de manière à ce que la poussière n'ait vraiment pas le temps de s'incruster où que ce soit. Et tu verras que malgré tout, avec le temps, sur tes ventilateurs, tu risques d'avoir des dépôts de poussière sur l'arrière et qu'il faudra les nettoyer. Personnellement, j'utilise une petite brosse à dents pour brosser régulièrement les ventilateurs de manière à ce que la poussière ne reste pas. Et il y a un deuxième point extrêmement important que malheureusement presque tout le monde oublie quand on ne s'y connaît pas. Ce que je comprends, mais il va falloir faire attention à ça, c'est tous les ans, en moyenne, changer la pâte thermique. Alors qu'est-ce que c'est au moins la pâte thermique? C'est tout simplement une petite pâte qui va venir se fixer entre ton ventirad ou ton NIO et ton processeur. C'est une pâte qui va faire le transfert de la chaleur. Cette pâte, au bout d'un certain temps, va devenir un petit peu sableuse et du coup ne va plus transférer la chaleur et donc augmenter la température de ton processeur. C'est aussi valable pour ta carte graphique. Maintenant, pour ta carte graphique, je te conseille d'attendre au moins que la garantie soit terminée et une fois que la garantie est terminée, de le faire au moins tous les ans et demi, 2 ans environ. Bon, ça y est, après toutes ces étapes, tu es enfin prêt à avoir un ordinateur qui est convenable avec des températures qui sont bonnes. Théoriquement, tu ne devrais plus avoir de problème. Pour autant, si tu veux continuer à optimiser un petit peu ton flux d'air, tu peux toujours faire attention au sens de tes ventilateurs en fonction de ton boîtier. Je dis bien en fonction de ton boîtier parce que ça va vraiment correspondre à ton boîtier, à son style et aussi aux composants que tu as choisis, en fonction de si tu as un ventirad ou pas, en fonction du nombre d'emplacements et où est-ce qu'ils sont situés sur ton boîtier. En ce qui me concerne, j'aime bien avoir une ventilation qui va de devant vers l'arrière. Autrement dit, j'ai 3 ventilateurs à l'avant qui vont venir aspirer l'air frais de l'extérieur, le faire rentrer dans mon boîtier qui ensuite va être extrait par l'arrière et aussi par le dessus. Honnêtement, ça va aussi dépendre de si tu as un ventirad et comment est positionnée ta carte graphique. Personnellement, si j'avais un ventirad, je pense que je l'aurais mis toujours dans le même sens, c'est-à-dire de l'avant vers l'arrière, de manière à ce que le flux soit vraiment continu. Si ma carte graphique chauffait trop et que mon processeur lui était bien refroidi, j'aurais peut-être mis le ventirad vers le bas de manière à aspirer plus efficacement la chaleur de la carte graphique et à le faire extraire directement sur le dessus. Par contre, ça aurait fait chauffer un peu plus le processeur. Donc là, ça dépend et ça permet de jouer pour avoir une température plus ou moins homogène dans tout le boîtier. Si tu veux une petite astuce pour gagner encore quelques degrés au détriment du design de ton boîtier, c'est de passer sur des façades en mèche à la place des façades en verre. Aujourd'hui, on a beaucoup de façades en verre, ce qui rend l'ordinateur très joli, mais pour autant, ça va avoir tendance à étouffer le boîtier. Si tu remplaces ces façades en verre par des mèches, ben forcément l'air va mieux passer puisque les mèches sont tout simplement des filtres anti-poussière. Donc ça passe bien évidemment plus facilement qu'à travers du verre. Et donc à partir de là, les ventilateurs vont pouvoir aspirer de l'air frais plus efficacement ou expirer l'air chaud de manière plus efficace. Et écoute, avec tout ça, j'espère que tu as pu trouver des solutions pour les températures de ton boîtier, que tu as pu optimiser ou trouver des solutions à tes problèmes de surchauffe. Dis-le moi dans les commentaires et surtout dis-moi quelle température tu as été et à quelle température tu as pu descendre grâce à la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que ça t'a été utile. Donc dis-le moi dans les commentaires, j'attends tes réponses. Et si jamais tu as besoin d'une solution un peu plus adaptée à ta situation personnelle, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir. Et sur ce YouTube, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé, elle a été un petit peu longue, mais j'ai fait en sorte qu'elle soit accessible autant à des débutants qu'à des personnes un petit peu plus expérimentées. Mais j'espère que tu as su trouver ton compte parmi tout ce que j'ai proposé. Dans tous les cas, continue de bien prendre soin de ton PC et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao!